Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument qui, franchement, peut être assez intimidant, l'huître. Ah oui, On arrive devant l'étal du poissonnier, il y a tous ces noms, ces numéros, et on peut vite se sentir perdu. complètement. Du coup, notre mission aujourd'hui, elle est simple, donner toutes les clés pour passer du statut d'intimidée à celui de connaisseuse. Exactement. Qu'on soit capable de choisir, d'ouvrir et de déguster ça avec assurance. Et plaisir surtout. Et plaisir, surtout. Et pour ça, on a une sacrée collection de documents. Oui, on a plongé dans pas mal de choses. Des guides très pratiques de poissonniers, comme Ma Poissonnière ou Pyrocoquillage, des fiches techniques assez pointues de Fish and Fish. J'ai vu qu'il y avait aussi des recettes, non? Oui, des recettes assez audacieuses de Ricardo Cuisine, un guide sur l'art de l'ouverture par la maison Tarbourièche, des conseils sur les accords avec le vin. Donc un programme très complet. On va suivre le cheminement logique, en fait. La première épreuve, c'est de savoir lire l'étal et choisir la bonne huître. D'accord, Ensuite, l'étape un peu technique, celle qu'on redoute, l'ouverture, sans y laisser un doigt. c'est important. Et enfin, la meilleure partie, l'art de la dégustation, pour vraiment sublimer le produit. Parfait. Alors commençons par le début. Je suis chez le poissonnier. Devant moi, j'ai des étiquettes creuse de Bretagne, plate de Belon, fine de Clair, spéciale Gilles Dardot. C'est un peu la jungle. C'est vrai. Par où on commence? Alors la toute première distinction, la plus fondamentale, c'est entre les huîtres creuses et les plates. D'accord. La creuse, c'est celle qu'on trouve partout. C'est 98% du marché en France. Ah oui, quand même. Elle est d'origine japonaise, elle est allongée, et son goût est très direct, très iodé. C'est souvent la porte d'entrée dans le monde de l'huître. Et la plate? On la voit moins souvent, elle a l'air plus confidentielle. C'est exactement ça. L'huître plate, c'est l'huître originelle française. La fameuse Bellon quand elle vient de Bretagne. Elle est toute ronde. Et au goût, Ah, au goût, c'est autre chose. La texture est d'une finesse incroyable, ça fond presque en bouche. Et le goût est beaucoup plus complexe, avec une petite note finale de noisette. une note de noisette. Ouais. C'est une huître de dégustation pour ceux qui cherchent plus de subtilité. Plate pour la finesse. Mais si on reste sur les creuses, il y a d'autres mentions, fines et spéciales. C'est quoi la différence? Alors là, c'est une question de densité, de quantité de chair. Pour faire simple, une fine, c'est une huître peu charnue. Elle est plus légère, avec pas mal d'eau. Ok. C'est parfait pour une dégustation brute, avec juste un filet de citron. Et la spéciale du coup? La spéciale, elle est élevée plus longtemps, ou dans des parcs plus riches. Du coup, elle est beaucoup plus charnue, plus dodue. Ah, d'accord. Elle remplit bien la bouche, elle a plus de mâche. C'est celle que préfèrent les amateurs de saveurs puissantes. Et c'est aussi elle qui tiendra le mieux si on veut la cuisiner. D'accord. Et là, on arrive au point qui sème la confusion chez tout le monde, les calibres. Ces fameux numéros de 5 à 0. C'est pas logique du tout. C'est le piège classique. Mais la règle est simple une fois qu'on l'a en tête. Plus le chiffre est petit, plus l'huître est grosse. Attends, c'est l'inverse en fait. Totalement. Une numéro 5, c'est la plus petite. Une numéro 0, c'est un monstre. D'accord. Donc si je comprends bien, pour un apéritif où les gens mangent debout, je devrais prendre des numéros 4 ou 5, des petites bouchées faciles. Exactement. Le plateau du dimanche, on est plutôt sur du 2 ou du 3. Voilà, c'est le plus courant. Et le calibre 0 ou 1, ce serait pour la cuisine, pour faire des huîtres gratinées par exemple? C'est ça. Une numéro 0 crue, ça peut être un peu écœurant pour certaines personnes, tellement c'est gros. Par contre, au four, sa chair généreuse est un atout formidable. On parle beaucoup des régions aussi, Normandie, Bretagne. C'est comme pour le vin, le terroir a une grosse importance. C'est capital. C'est même le concept central. Le goût d'une huître, c'est la photographie liquide de son environnement. Ah, c'est bien dit ça. Une huître de Normandie va développer des arômes plus doux, ce fameux goût de noisette. Une de Bretagne, face au large, elle sera plus rentre des dents, beaucoup plus saline, plus iodée. Et Marennes-Oléron alors? On voit cette appellation partout. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Marennes-Oléron, c'est une IGP, une indication géographique protégée. Leur truc à eux, c'est l'affinage en plaire. En clair? Oui, ce sont d'anciens marais salants, des bassins d'eau saumâtre peu profonds. Les huîtres y passent plusieurs semaines. Ce séjour va adoucir leur goût salin, l'affiner. Ah d'accord, c'est une étape en plus en fait. C'est ça. Et pour la fameuse fine de Clair verte, ça lui donne même sa couleur grâce à une microalgue. C'est un super exemple de comment l'homme vient sculpter le goût d'un produit. Sculpter le goût, c'est intéressant. Et tout ça, ça se reflète sur le prix, j'imagine. Dans les sources, on voit un grand écart. Oui. Ça va de la gravette d'Arcachon à 10 € la douzaine, jusqu'à la fameuse Gilardeau que Fish and Fitch appelle la Rolls de l'huître, qui peut monter à 40 €.
Oui, c'est un sacré écart. Honnêtement, est-ce que cette différence est vraiment justifiée dans l'assiette ou est-ce qu'on paie la marque? C'est une excellente question. Pour la Gilardo, il y a un vrai savoir-faire. Un élevage très long, une sélection hyper stricte. Ils gravent même chaque coquille au laser pour éviter la contrefaçon. Ah oui, carrément. Le résultat, c'est une huître très charnue, presque croquante, avec un goût très équilibré, presque sucré. D'accord. Maintenant, est-ce que ça vaut 4 fois le prix? C'est un débat personnel. C'est la différence entre un très bon vin et un grand cru classé. On paye le produit, mais aussi la rareté et la réputation. Ok, bon, j'ai ma bourriche de fine de Claire numéro 3, je rentre chez moi super fière. Et là, le vrai défi commence. L'ouverture. Ah. On a tous l'image du repas de Noël qui finit aux urgences. Comment on évite le carnage? L'erreur du débutant, c'est le matériel. Il faut un vrai couteau à 8. C'est non négociable. Le couteau de cuisine, on oublie. On oublie. Lame courte, épaisse, pointue mais pas tranchante. Et l'autre truc essentiel, un torchon épais ou un gant. On ne tient jamais l'huître à main nue. Jamais. On la cale bien, côté bombé en dessous. J'ai mon équipement. C'est quoi la technique? Les secrets, ce n'est pas la force, c'est la précision. Il faut trouver la charnière, la petite pointe qui relie les deux coquilles. Ok. On insère la pointe du couteau, de 2 ou 3 mm, et là, le geste clé. Il ne faut pas pousser. Il faut faire un petit mouvement de rotation du poignet, un levier, comme si on tournait une clé. On doit sentir un petit clac. C'est ce claque qui libère tout? Exactement. Une fois que c'est soulevé, on fait glisser la lame pour couper le petit muscle blanc qui retient la coquille. Et voilà, C'est tout? c'est tout. Et d'ailleurs, la maison Tarbouriche donne une astuce géniale. Une fois ouverte, on jette la première eau, On la jette. Pourquoi? parce qu'elle est souvent pleine de sable ou de petits débris de coquille. On attend 1 minute, et l'huître, qui est vivante, va recréer sa propre eau beaucoup plus pure. Ah, mais c'est incroyable ça. Je ne savais pas du tout, elle se rend remplie toute seule en fait. C'est ça. C'est une super astuce. Mais imaginons j'ai des invités, j'ai peur, je n'ai pas le bon couteau. Il y a une méthode de secours? Il y en a, mais attention, c'est seulement pour les huîtres qu'on va cuire après. D'accord, très important. Un passage de 15 secondes au micro-ondes ou 2-3 minutes dans un four bien chaud, ça va détendre le muscle et entrouvrir la coquille. Mais ça cuit un peu la chair, on perd la texture du cru. Un dernier point avant de déguster. La fraîcheur. Comment être sûr à 100% qu'une huître est bonne? Le test est infaillible. Une fois ouverte, on pique délicatement le manteau noir sur les bords avec la pointe du couteau. Il doit se rétracter tout de suite. Ah oui, c'est un réflexe. Exactement, c'est la preuve qu'elle est bien vivante. Si elle reste inerte, molle, poubelle, sans hésiter. Bien. Nos huîtres sont choisies, ouvertes, fraîches, personne n'est blessé, on passe au meilleur moment. Enfin, L'accompagnement classique, c'est citron ou vinaigrette à l'échalote. Mais les sources, comme Ricardo Cuisine, proposent des choses bien plus créatives. absolument. La vinaigrette classique, qu'on appelle une sauce mignonnette, c'est une super base. Mais on peut la décliner. Par exemple, une version avec de la framboise écrasée et du poivre rose. De la framboise, c'est audacieux. Ça apporte une acidité douce qui contraste superbement avec l'iode. J'ai vu aussi une version asiatique avec sauce soja et gingembre. Ça m'intrigue. Ça n'écrase pas le goût de l'huître? C'est un équilibre. Il faut y aller doucement, quelques gouttes. Mais quand c'est bien fait, le gingembre frais et le vinaigre de riz, ça réveille l'huître, ça la transporte. Et il y a une idée dans les sources qui m'a vraiment bluffé. Le granité aux herbes. C'est une idée magnifique, ça. On mixe des herbes fraîches, persil, basilic, avec du jus de citron, un trait de vodka pour que ça ne glace pas en bloc. D'accord. Et au moment de servir, on gratte avec une fourchette pour faire des cristaux. On en met une petite cuillère sur l'huître. C'est une explosion de fraîcheur. Le froid intense saisit le palais, et ensuite les saveurs arrivent. C'est une expérience complète. On ne peut pas parler de dégustation sans parler de la boisson. La règle qu'on entend partout, c'est vin blanc sec. Mais pourquoi ça marche si bien? C'est quoi l'alchimie? En fait, c'est une rencontre entre deux mondes minéraux. L'huître est saline, iodée, le vin blanc sec apporte de l'acidité et de la minéralité. Et ça se complète. L'acidité du vin vient trancher le gras de l'huître, ça nettoie le palais et ça donne envie de prendre la suivante. C'est un dialogue. Un bon accord, c'est quand 1 + 1 = 3. Et quels sont les accords qui marchent à tous les coups? Les valeurs sûres. Le plus classique, c'est le muscadet de la Loire. Vif, léger, presque salin lui-même. Un Sancerre, avec ses notes d'agrumes, c'est parfait aussi. Et si on veut monter un peu en gamme? Un Chablis de Bourgogne.
C'est très pur, avec des arômes de pierre à fusil. C'est sublime. Et bien sûr, pour les fêtes, un champagne brut nature, sans sucre. Les bulles qui viennent titiller la chair, c'est magique. Et la question qui fâche, le tabou ultime, le vin rouge. C'est vraiment un sacrilège. C'est un oui mais, très prudent. Le dogme a du bon. Dans 99% des cas, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? C'est chimique. Les tanins du vin rouge, au contact de l'iode, créent une réaction qui donne un goût métallique très désagréable en bouche. Ah d'accord, c'est un vrai truc scientifique. Oui, c'est l'échec quasi assuré. Mais il y a une exception. La seule exception tolérée, c'est avec des huîtres chaudes, gratinées par exemple. Le goût iodé est atténué. Et même là, il faut un vin rouge avec quasiment pas de tanin. Un jeune Beaujolais, un pinot noir d'Alsace très léger. On cherche le fruit, pas la structure. Mais honnêtement, c'est risqué. Le genre d'erreur qui peut vous faire bannir des dîners de famille. Le message est clair. Bon, pour résumer, on a appris à décoder les étals, à choisir son camp entre plate et creuse, fine et spéciale. C'est ça. On sait maintenant ouvrir une huître sans transformer sa cuisine en scène de crime. Et surtout, on a des pistes pour la sublimer bien au-delà du citron, que ce soit avec un granité ou le vin blanc parfait. Exactement. Le monde de l'huître est bien plus accessible qu'il n'est paraît. Et si on revient à cette idée qu'on a effleurée, celle de l'homme qui sculpte le goût, Oui, nos sources ouvrent une dernière porte assez fascinante. On a parlé de l'affinage en plaire à Marennes, qui est déjà une intervention humaine, mais un des documents mentionne un producteur, Tarbourièche, qui a poussé la logique à l'extrême. qu'est-ce qu'ils font de si différent? Ils ont inventé un système de marée solaire. Grâce à des panneaux solaires, des cordes sortent et rentrent les huîtres de l'eau pour simuler l'effet des marées de l'Atlantique, mais à un rythme contrôlé par l'homme. C'est dingue. Cette exposition forcée à l'air au soleil, ça stresse l'huître, ça renforce son muscle, ça la rend plus charnue et ça donne même à sa coquille une couleur rosée unique. Donc, ils ne se contentent plus d'utiliser un terroir, ils le créent en quelque sorte. C'est exactement ça. On n'est plus dans l'élevage, on est presque dans le design de produits vivants. C'est fou. Et ça soulève une question vertigineuse pour la suite. Après des siècles où le goût de l'huître était dicté par la nature, jusqu'où l'innovation humaine peut-elle aller pour transformer, voire réinventer, ce produit emblématique? Entre la tradition et la technologie, un nouveau chapitre de l'histoire de l'huître est peut-être en train de s'écrire.